Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Et on parle tout de suite à Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut M. Dumont, bon début de semaine. Alors, 9 jours du vote aux États-Unis, même moins que ça, 8 jours. C'était hier, rassemblement majeur de Donald Trump, probablement ce qui va être le rassemblement le plus spectaculaire de cette campagne au Madison Square Garden, au cœur de New York. Et ils se sont succédés, les gros noms, les vedettes au micro. Un rassemblement réussi, j'ai l'impression, pour Trump, hein? Enfin, vedette pour vedette, c'est clair que c'est toujours les démocrates qui l'emportent parce que Hollywood est plutôt du côté de Mme Harris qu'il n'est du côté de M. Trump. Ça pouvait ressembler à certains égards à une 5e journée de convention pour le Parti républicain parce que tous ceux qu'on avait vus en juillet dernier se sont retrouvés. Alors évidemment, son colistier. Peut-être une nuance importante, c'est Melania Trump qui a présenté son mari hier. On a souvent souligné qu'elle était absente de cette campagne. Elle était présente hier. Je pense que c'est un mot que j'emploie souvent, mais symboliquement, ça compte, parce qu'en politique, tu le sais, les symboles sont lourds, parlent beaucoup. Si elle était là hier, c'était bien pour montrer que le couple est toujours un couple, qu'elle appuie son mari, donc ça représentait quelque chose. Ça a démarré de manière assez quelconque avec un podcasteur humoriste qui a fait toute une série de blagues, disons, aux saveurs plutôt, sinon, frontières racistes. Ça a été beaucoup monté en épingle par les adversaires de M. Trump, mais je pense à juste titre. C'était de mauvais goût, probablement, sinon absolument inutile pour réchauffer la foule. Tu disais rassemblement politique qui risque de faire date. C'était certainement l'intention pour M. Trump. Inversement, encore une fois, je reviens à ses adversaires qui faisaient le parallèle entre un rassemblement pro-fasciste en 1939 qui avait eu lieu à Madison Square Garden. On n'a plus de timidité dans les attaques qui sont envoyées de part et d'autre. C'est du sérieux. C'est clair que dans le contexte de 1939, alors qu'on était au premier balbutiement de la Deuxième Guerre mondiale et qu'il y avait effectivement aux États-Unis des forces fascistes très connu, très publiquement engagé. On peut penser à M. Ford et plein d'autres. Le célèbre pilote, M. Lindbergh, qui était partisan d'une position très isolationniste. Donc, c'est parallèle. Personne n'a plus de gêne à les faire. Je pense que c'est oiseux, même s'il est vrai que les propos de M. Trump et de gens autour de lui peuvent poser de sérieuses questions. Et elles sont d'ailleurs posées par d'anciens collaborateurs de M. Trump. On en parlait la semaine dernière. M. Kelly, en particulier, qui était son chef de cabinet militaire, l'ancien patron de l'armée américaine, du Joint Chief of Staff, qui disait, là aussi, il y a une tentation totalitaire chez Trump. Mais ce parallèle entre les deux événements, 1939 et hier, c'est peut-être un peu gros, mais c'est certainement dans le registre de cette campagne politique qui est hors norme à tous égards. Gros doigt d'honneur, surtout fait par M. Trump et ses troupes à l'intelligentsia new-yorkaise. On est au cœur de la matrice des médias américains. New York, c'est à quelques coins de rue de là, le New York Times, c'est tous les symboles d'une Amérique que M. Trump aime tourner en dérision, de voir qu'il faisait à guichet fermé, que les gens attendaient 10, 15, 20 heures avant que les portes s'ouvrent à Madison Square Garden. C'était une image forte qui disait on n'a peur de rien et on est prêt à venir sur le territoire, le terrain de l'adversaire, même si c'est chez lui, parce qu'on l'oublie un peu aujourd'hui. M. Trump est résident de la Floride, mais il a été le roi, je mets des guillemets, de l'immobilier à New York, mais il est aussi méprisé par ses élites new-yorkaises, en partie. Je pense que ça faisait, donc, dans la stratégie, ça faisait pour beaucoup en fait, c'était une portion importante de son équation politique. Est-ce que c'est le dernier rassemblement semblable? Je ne suis pas certain. Je pense qu'il pourrait y en avoir d'autres gros. Mais tu sais, je veux dire, dans les messages, regardez ce qui sortait là, pour le public, des Hulk Hogan, Dr. Phil, là, une espèce de contrepoids à Oprah Winfrey. On avait quand même une variété. C'est pas les vedettes de la chanson là, d'Hollywood, mais t'avais quand même une variété. Et les messages, les messages étaient bien alignés. À part peut-être les premiers clowns, mais d'essayer d'associer Kamala Harris totalement avec le bilan Biden.
J'avais l'impression que c'était... Moi, j'ai trouvé politiquement... Une opération vraiment réussie là, pour Trump. Là. Surtout que sa campagne a déjà du momentum. À un moment donné, t'es juste à sceller le deal de la victoire, là. C'est le bon mot, la bonne expression, sceller le deal, et ça va jouer sur 2 ou 3 enjeux. On en a beaucoup discuté, mais c'était de ça qu'il s'agissait hier. Faire la démonstration que Mme Harris, c'est rien de différent de M. Biden sur les enjeux économiques, ça fait très mal. Puis quand je dis enjeux économiques, je reviens toujours sur ça, sur l'inflation et le pouvoir d'achat d'abord et avant tout. Et là-dessus, c'était la démonstration qui était refaite. Et sur l'immigration, qui est l'autre question, si tant est qu'il peut y avoir 2 questions de l'urne. Et à New York, ça a de l'écho. La ville, je pense que c'est le 5e des chambres d'hôtel à New York qui sont occupées, puis je fais très attention là, parce que je te dis ça vraiment de mémoire, mais le 5e des chambres d'hôtel de la ville qui sont occupées ou qui ont été occupées par des immigrants qui sont arrivés dans les derniers mois, dernières semaines. Et voilà une ville qui dit on n'en peut plus, on a besoin d'aide. Le gouvernement fédéral n'en fait pas assez. Et c'est une ville qui est quand même dirigée par un maire démocrate. Oui, mais qui a appelé, sur la question des migrants, le maire Adams a appelé à l'aide. Là, il a dit ça, on peut plus. Là. C'est ce que je te dis. Et c'est pas le seul maire démocrate de grandes villes qui ont dit et continuent à dire on n'est juste plus capable. Nos obligations face à cette nouvelle vague d'immigration dépassent dans certains cas ce que nous coûte notre service de police. Ça n'a pas de sens. Et on a d'abord des responsabilités, nos premières responsabilités, face à des commettants qui payent leurs impôts, qui payent leurs taxes, en fait, et qui sont des résidents depuis longtemps. C'est pas de dire qu'il y a 2 catégories de citoyens, mais en même temps, oui, si tu débarques, que tu es en statut précaire et que tu demandes des services de façon démesurée et que ça finit par avoir un impact sur la vie des citoyens qui sont installés à New York, à Chicago ou ailleurs, bien, tu comprends qu'un maire dise « Est-ce que vous pourriez nous aider? » À ce jour, ils n'ont pas été terriblement entendus par l'administration fédérale. Généralement, une des choses, on se méfie de beaucoup de choses en campagne électorale, mais une des choses dont on finit par se méfier, ce sont les entrevues trop longues. Parce qu'évidemment, plus tu parles... Non, mais tu sais, t'arrives en campagne, t'as un certain nombre de messages, mais plus ça s'étire, plus tu peux déraper. Donald 2h58. 2h58 et le temps que tu cherches. Oui, M. Trump n'a pas cette nervosité-là, visiblement. Avec Joe Rogan, c'était attendu. Ça a occupé beaucoup d'espace média vendredi avant qu'on se laisse vendredi matin. Non, il n'y a pas ce genre de préoccupation. Alors, on peut douter de son jugement. On peut se dire qu'il ne dit pas toujours la vérité. Mais ses adversaires politiques qui disent qu'il est ou fatigué ou incapable de tenir la route, je pense que c'est une réponse claire. Il n'est pas toujours facile à suivre, mais il est au poste allumé pendant 2h58, a soutenu la conversation avec Joe Rogan. Je répète, c'est pas de dire qu'il n'a pas des jugements qui ne seraient pas les nôtres ou qu'il ne peut pas avoir un discours qui embrasse large par moment, ce qu'il appelle de weave. Alors, il répond, puis là, il se met à partir, puis il spin, jusqu'à ce que M. Rogan lui dise à un moment donné, vous avez la weave pas mal large, et j'essaie de vous ramener à la question que je vous posais. Mais la question là-dessus, pourquoi Rogan? D'abord parce qu'il est beaucoup écouté auprès des jeunes hommes qu'on cherche à mobiliser du côté de M. Trump, et c'est pas un secret, c'est une stratégie parfaitement assumée. C'était la journée de son côté, Kamala Harris était avec Beyoncé au Texas, et où on espérait là aussi aller chercher des appuis, créer de l'effervescence. Puis entre les deux, parce que tu dis, Trump a investi 2h58 pour répondre aux questions, mais il faut arriver, il faut aller à Austin au Texas, rencontrer Rogan, faire un peu de chit-chat, s'installer, s'assurer que la sécurité, c'est presque une journée, entière. Une journée de campagne qui y passe, là, ouais. Et tu le sais, c'est un lourd tribut à payer, c'est un investissement. Il a choisi de le faire, sachant en plus que ce jour-là et ce week-end-là, c'était un week-end de vedette autour de Mme Harris. C'est parce qu'il calculait, son équipe et lui, que c'était rentable. Alors, ils sont à 30 millions de téléchargements à ce jour. 30 millions de téléchargements. Si tu consacres une demi-heure... Est-ce qu'on peut vérifier si les gens l'écoutent au complet ou quand t'en as... Oui, les statistiques existent. Quand t'en as 40 minutes, t'as fait le tour, non? Et tu vas-tu écouter 3 heures de ça? Ben, dans ta vie? Capable de répondre, dans ma vie, je l'ai fait en fin de semaine en 3 batchs pour être capable de répondre aux questions si tu en avais eu sur ce qu'il a dit. Ça fait partie du boulot. Tu me diras, je suis payé pour ça. Mais c'est une preuve d'engagement. Tu n'en aurais écouté que 40 minutes. Tu n'en aurais écouté que 22 minutes. Qu'est-ce que ça dit que 30 millions d'Américains aient consacré en riant ou en riant pas ou en étant critique, en étant d'accord? C'est que tu te commets, tu consacres du temps à quelqu'un. Alors, ça peut devenir une très bonne raison pour ne pas voter pour lui. Mais moi, je fais le pari
l'inverse, c'est que si tu consacres 20 minutes, 40 minutes, il y a plus forte raison 2h58, ou tu te convaincs de quelque chose qui était pour toi déjà scellé, ou ben tu te dis finalement j'apprécie en partie ce qu'il me dit et peut-être que ça va t'aider, si c'est le bon mot, à voter pour lui plus tard. Mais c'est clair que en faisant ce choix, cette campagne, c'est beaucoup la campagne du podcast. Tu l'auras remarqué, Mme Harris s'est peut-être mise un peu sur le tard à ça, mais M. Trump, depuis 2 mois, 3 mois, c'était la campagne des réseaux sociaux en 2016. Il a gagné sa campagne sur Twitter à l'époque. Moi, je pense qu'il est en train de gagner ou de perdre sa campagne sur le podcast. Finalement, un des éléments importants des campagnes, surtout peut-être pour les démocrates, c'est les appuis des grands quotidiens, des éditoriaux, des grands journaux. Et ça se produit moins. Alors ça, c'est une nouvelle, comme j'aime le souligner, dont on n'entendra peut-être pas beaucoup parler, quoique en fin de semaine, ça a un peu percolé. Oui, j'ai vu passer, oui. Ça commence à percoler. Ça a commencé en début de semaine dernière quand le Washington Post a décidé de retenir son appui. Il y a un article qui avait été écrit par l'équipe éditoriale qui appuyait Mme Harris, comme on peut soupçonner que le journal l'aurait fait. C'est un journal qui politiquement est assez aligné sur les démocrates. Le New York Times, c'est d'ores et déjà, c'était cet été, mais à répétition. Si on va sur la page, la une du New York Times, on va voir que l'équipe éditoriale a non seulement appuyé Mme Harris, mais a créé ou a écrit un texte qui dit toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas appuyer M. Trump parce qu'il représente pour l'équipe du New York Times, l'équipe éditoriale, un danger pour les États-Unis. Donc, position éditoriale très claire. Washington Post, propriété de M. Bezos, un de ces milliardaires dont on aime parler, a retenu, et ça a créé toute une controverse au sein de la rédaction. Il y a des abonnés qui ont choisi de renoncer à leur abonnement du Washington Post en raison de ce que le journal avait choisi de ne pas appuyer Kamala Harris. Un de ses chroniqueurs vedettes, Robert Kagan, qui est aussi le mari de Victoria Nuland, ce sont, je dirais, à eux deux, les grandes vedettes du mouvement néoconservateur aux États-Unis, Mme Nuland qui a servi l'administration Biden et plusieurs autres administrations. Robert Kagan, donc, qui est un néoconservateur légendaire, a choisi de démissionner sur la foi de cette décision, comme si M. Bezos, en arrière ou en coulisses, avait dit, écoutez, nous, on va peut-être faire en sorte de se garder une petite gêne parce que ça sent peut-être la victoire Trump. Et le Los Angeles Times, et là, c'est un milliardaire qu'on connaît beaucoup moins, un médecin, Patrick Soon-Shiong, qui est le propriétaire du Los Angeles depuis 2018, a choisi lui aussi de refuser d'endosser la candidature de Mme Harris. Le Los Angeles Times, qui est un journal aussi très libéral, comme on le dit aux États-Unis, qui aurait normalement, l'article était prêt, l'équipe éditoriale était prête à s'engager aux côtés de Mme Harris, et le propriétaire a dit non, nous, on va laisser les électeurs choisir. Et ce qui est surtout sorti en fin de semaine, ça nous ramène aux primaires du Michigan, quand des électeurs arabophones avaient commencé à contester la position de l'administration Biden dans le conflit au Proche-Orient. C'est la fille de ce milliardaire, propriétaire du Los Angeles Times, qui, dans une entrevue accordée au New York Times, cette fin de semaine, dit « Une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de ne plus appuyer Mme Harris, c'est en raison de ce que nous sommes, cette administration, complice d'un génocide à Gaza. Ma famille connaît l'apartheid, puisque son père, milliardaire, est né en Afrique du Sud. Nous connaissons les politiques d'apartheid et pour cette raison, nous n'allons pas appuyer. » Alors, c'est disons-le, une ingérence des propriétaires dans la ligne éditoriale du journal, mais ça nous rappelle que cette affaire-là, politiquement, on se dit aux États-Unis, est-ce que les Palestiniens peuvent peser, alors qu'on sait que la grande majorité des Américains sont très favorables à Israël? Ben, on le voit, ça peut peser. La fille du propriétaire, qui a peut-être joué en coulisses parce qu'elle se dit progressiste et on connaissait ses positions, mais a très candidement dit, reconnu au New York Times que c'était un facteur qui faisait que son journal n'allait pas appuyer Mme Harris. Est-ce que ça va changer quelque chose aux élections? Non. C'est ça, c'est la question que tu poses parce que généralement, on dit, est-ce que l'appui, mettons au Québec, là, quand la presse appuyait le Parti libéral, tout le monde le savait le jour du déclenchement des élections que la presse allait appuyer le Parti libéral. Le jour où elle le fait, on se disait, est-ce que ça change vraiment un vote à la fin? Mais là, c'est comme si l'inverse... C'est l'inverse. C'est l'espèce d'inverse qui fait la nouvelle, là, que les médias qui habituellement, c'est comme une espèce de crochet vert, là, check, là, ils vont appuyer les démocrates. Le fait de ne pas le faire,
On dirait que ça c'est plus significatif presque que ce que nous attendions de ces deux journaux. Ouais. Oui, et surtout au moment où ça se passe, parce que souvent, ces appuis arrivent quelques semaines avant les élections, tôt dans le processus, justement pour ne pas avoir l'air à la dernière seconde d'appuyer un peu sur un des plateaux de la balance. Et là, ça se joue à 10 jours à peu près, moins de 2 semaines des élections. Et tu as raison, parce que je pense pas que ça va changer grand-chose. Ce que ça dit, c'est qu'il y a des gens qui ont des intérêts et qui ont choisi peut-être de ne pas être engagés aux côtés de Mme Harris en ce moment, présumant qu'une victoire de M. Trump n'est plus à exclure. Il y a un peu de ça possiblement. M. Bezos, rappelons-le, c'est quand même le propriétaire d'Amazon. C'est ses œuvres caritatives, le Washington Post. C'est pas ça sa business, mais c'est évident qu'il n'a pas envie, lui, de payer le prix de la ligne éditoriale de son journal sur le reste de ses affaires, particulièrement ses investissements en intelligence artificielle. Alors, il y a peut-être un peu de ça. Est-ce qu'un milliardaire, ça a des intérêts? Je te laisse là-dessus. Je pense que oui. Merci, Stéphane. Je pense que oui. Je prends des notes, Mario, quand tu parles. OK. À demain.